Monsieur Woerth est avec nous et je rappelle qu'il est député Ensemble pour la République de l'Oise. On va parler évidemment politique dans quelques instants. Qui, selon vous, est la meilleure personnalité pour entrer à Matignon? Mais vous êtes un grand spécialiste des finances publiques. Vous avez été ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique de 2007 à 2010. Et je me souviens, tout le monde se souvient de la phrase de François Fillon: « Je suis à la tête d'un État en faillite ». C'était il y a 17 ans. Il y a 17 ans. Et là, le procès qu'on peut vous faire à vous et à l'ensemble du monde politique, c'est de ne pas avoir résolu ce problème des dépenses publiques. Pourquoi vous n'arrivez pas, lorsque vous êtes au pouvoir, à réduire le train de vie de l'État? Parce que tout le monde s'en moque. Parce que tout le monde s'en moque, parce que c'est jamais une priorité, ou ça l'est pendant très peu de temps. Curieusement et presque contre-intuitivement, c'est difficile de baisser la dépense publique parce qu'il y en a trop. On pourrait penser que s'il y en a beaucoup, c'est facile, on peut couper facilement. Mais c'est le contraire parce qu'elle est partout. Si vous voulez refaire vos fenêtres, vous essayez de savoir s'il y a une aide. Si vous achetez une voiture un peu électrique, vous vous demandez s'il y a un bonus, etc., etc. La dépense publique, elle est partout. Et la France s'est construite comme ça depuis très très longtemps. Mais oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Mettre un terme à cela. Non, il faut mettre un terme à cela. Et il faut aussi avoir ce qu'on n'a pas en général en politique. Il faut du temps et il faut du courage. Les deux choses. Car baisser la dépense publique, c'est par principe retirer à certains ou à certaines catégories de la population ou, un peu de soutien et considérer que au fond la liberté vaut bien l'absence de soutien. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Le budget qu'a présenté Michel Barnier, ce qui était compliqué pour lui, c'était de tomber sur un premier texte qui soit le budget. Ça aurait pu être d'autres textes. Bah non, manque de chance. Le calendrier, c'était le budget. En plus, un budget avec un déficit plus important que prévu. Il y a une commission d'enquête. Elle s'est réunie encore ce matin pour expliquer ce décalage. Donc bref, il fallait faire plus vite, plus fort pour réduire cette baisse cette augmentation imprévue supplémentaire du déficit public. Il a donné des chiffres, il a essayé de dire combien en forme d'impôt, combien en forme de réduction de la dépense, et puis il a présenté quelque chose qui certes n'était pas parfait, il le disait lui-même, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui avait le mérite au moins de répondre à cette question. La première des choses que fait l'ensemble de la classe politique, et majorité comprise d'ailleurs, mais l'ensemble de la classe politique, le RN en premier, LFI n'en parlons pas, c'est de remettre en cause toutes les dispositions de réduction de la dépense. Toutes, absolument toutes. Laurent Wauquiez qui vient expliquer devant un journal télé que c'est une grande victoire parce que les retraités ne verront plus d'indexation qu'ils ne devaient en avoir, c'était en fait pas une victoire, c'était une défaite. C'est une défaite pour les finances publiques. C'est une défaite pour le budget tel qu'il est présenté. Donc on n'y arrivera jamais. Si, moi je crois qu'on peut y arriver, mais il faut une méthode. Pardon, mais il faut une méthode. Ça peut pas se faire comme ça au petit bonheur la chance. Notre modèle social doit être revisité. Ça fait 30 ans que j'entends ça. François Fillon, vous savez ce qui serait original, ce serait de le faire. Non, mais François Fillon, 2007. François Fillon, il a fait une déclaration. Et d'ailleurs, l'État n'est pas en faillite. Mais l'État n'est pas en faillite. Nous avons. Pas encore. Oui, mais on peut tout noircir. Je sais bien que c'est l'état d'esprit est celui-là. Moi, je pense que la situation, elle est pas si noire que cela. Si jamais, moi, je pense que la France, elle peut vivre avec 100% d'endettement. Elle peut vivre avec 100% d'endettement, mais pas avec cet endettement-là. Il faut que ce soit un endettement qui soit plus axé sur l'investissement. Donc, il faut réduire, il faut repenser le modèle social. Alors, entre nous, là, on n'a pas la majorité pour le faire. Il faut repenser un modèle social, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites dans le cadre du manque de majorité d'aujourd'hui, qui peuvent être faites si on le fait habilement. Et puis il faut une méthode. Sarkozy avait essayé une méthode, il l'a tenue 2 ans ou 3 ans, mais il n'est pas allé plus loin. Il faut que ce soit une méthode qui accepte les changements de gouvernement. On passe à droite ou à gauche, on y met plus de droite ou plus de gauche, mais on regarde juste pour savoir si la dépense qui est financée par les Français ou par les marchés financiers, Francis va être au téléphone, mais Franz voulait peut-être dire un mot avant cela, et après ce sera Francis. Nous sommes en Europe, si on regarde bien autour de nous, le seul pays qui n'a pas fait les réformes nécessaires. Parce qu'il y a besoin de réformes. Le problème, c'est pas tellement un problème de méthode, je pense pas ça, parce que je pense on manque, au niveau de la classe politique, à la fois de courage et de volonté. Et puis surtout, quand il y a des réformes à faire, il faut les faire tout de suite. Il faut le faire tout de suite après son élection.
Ça, il y a que comme ça que ça marche. La théorie des 100 jours, c'était une théorie qui marche parce que vous regardez Roosevelt, Mitterrand, Thatcher, Reagan, tout ça, c'est des gens qui ont De Gaulle, c'est des gens qui ont fait tout de suite leurs réformes. Et surtout, je pense que aujourd'hui, les Français n'entendent pas parce que la classe politique leur parle pas, leur dit mais non, mais tout va bien. Vous entendez les discours de Macron, mais c'est formidable, la réindustrialisation, etc. Et ça, si vous voulez, il faut que les Français se rendent compte. Ouais, vous avez vu à l'occasion des crises qu'il y a eu en Italie, en Grèce, etc., des peuples qui voulaient rien entendre, finalement, ils ont accepté des mesures. On va être avec Francis. Moi, je voulais simplement prendre un exemple tout simple, et un exemple qui est une anecdote personnelle. J'arrive un jour à La Baule et je vois, il y a 15 chauffeurs de taxi à La Baule. Et je vois un chauffeur de taxi à la sortie du train qui me dit « Ah bah je peux vous prendre aujourd'hui, je n'ai pas mon client. » J'ai dit « Comment ça, vous avez qu'un client ?» Il me dit « Oui, j'ai qu'un client. » « Vous avez qu'un client ? Un seul client. » Et il m'explique que chaque matin, il prend, en l'occurrence, une personne qui habite La Baule, l'emmène à Nantes, parce que cette personne visiblement était en dialyse, etc., l'attend à l'hôpital et revient ensuite à La Baule. Donc il passe toute sa journée avec un client. Je dis « Non, il est riche, votre client. » Il me dit « Non, c'est la sécurité sociale qui paye. » Alors j'ai appris que dans les nouvelles dispositions, on imaginait supprimer ce voyage payé par la sécurité sociale, ce que je trouve plutôt logique, parce qu'il y a un train entre Nantes et La Baule, pour reprendre cet exemple, et puis peut-être que cette personne peut se faire aider, un ami, un frère, il peut avoir une organisation. Il ne me semble pas que ce soit à l'État de payer ça. Mais j'ai dit ça autour de moi ce matin. Les gens me disent, mais Pascal, c'est odieux, il y a des gens qui sont en chimiothérapie, il y a des gens qui sont extrêmement malades, ça coûte 5 milliards, paraît-il. 5 milliards à l'État. C'est pas à l'État de payer, me semble-t-il, monsieur Woerth. En partie quand même. Mais vous, bah oui. Donc en fait, on n'y arrivera jamais. Mais il faut faire du cas par cas quand même. Mais parce que cet exemple, il est excellent. C'est pour ça que je parle de méthode. On doit essayer de bien regarder les choses à chaque fois. Tout le monde doit y contribuer. Le gouvernement, évidemment, en premier lieu, mais il lui faut un peu de temps, quoi. Oui, mais l'exemple, là, les taxis sont dans la rue. Mais les taxis, ils ont bloqué une partie de Paris, oui. Pas tout Paris, mais une partie de Paris il y a 2 jours. Pour ça, mais qu'est-ce que vous en pensez, 6 milliards d'euros. Moi, je pense qu'il faut faire, il faut évidemment, ils ont bloqué, non pas pour, personne n'a jamais voulu supprimer ce sujet. On a juste voulu faire en sorte que ce soit des taxis qui puissent être collectifs, dans lesquels on puisse faire entrer plusieurs malades, personnes, bien sûr, mais ça va de soi. Les taxis le disent tous. Il ne faut pas que les gens soient contagieux, mais ça pose sans doute beaucoup de questions. Mais enfin, il faut l'accepter, ça. Il faut évidemment l'accepter. Mais c'est aussi aux médecins de jouer leur rôle. C'est eux qui prescrivent. Mais c'est pas rien, 5 ou 6 milliards. Donc c'est toute une chaîne. Mais qui dit que c'est rien? C'est pour ça que le gouvernement a voulu s'y attaquer. Mais il y a un train entre Nantes et La Baule. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas quand vous allez en dialyse. Je ne sais pas. On reste en France. Oui. Donc, restons sur la base d'une société non pas socialiste mais socialisée qui à un moment donné essaie de rendre service à l'autre. Bon, tout ça coûte toujours un peu d'argent. C'est pour ça qu'on a plus d'argent public. Mais l'argent public, il est mal dépensé. Une fois qu'on a dit ça, tout le monde le dit, mais personne ne fait jamais rien. On a besoin d'aller plus loin. Le Parlement doit jouer son rôle. Plutôt que de chamailler sans arrêt avec des groupes politiques qui appellent à la dépense tous les jours et qui après disent au contraire, on trouvera les solutions. C'est pas vrai, on les trouve pas. Il faut à ce moment-là que le Parlement, il évalue la dépense publique. Évaluer, ça veut juste dire, t'as mis de l'argent, tu mets 100 euros, est-ce que t'atteins les objectifs que tu veux atteindre? Et pas pour faire un colloque, pas pour faire un livre, pas pour faire une émission de radio, pour changer la politique. Ça n'existe pas. C'est pas très compliqué à faire. On dispose de tous les éléments pour le faire. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que le nouveau gouvernement qui va arriver avec un nouveau Premier ministre, il va garder l'objectif numéro 1 de la réduction des déficits publics. Bon, Francis est avec nous. Je le salue, Francis, il attend depuis un moment. Bonjour Francis, on marque une pause et on revient dans un instant. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci à Monsieur Woerth. Et je rappelle que Monsieur Woerth est député de l'Oise et pour Ensemble pour la République. Avant, il était UMP et peut-être avant encore RPR, je ne sais pas. Oui, et LR. Et LR, bien sûr. Et François-Olivier Gisbert. Vous votez, François-Olivier? Ah oui. Bon, c'est bien. 11h42, je vous demande pas pour qui. À tout de suite. Alors, j'appelle Francis. Bonjour Francis. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez vous définir politiquement, Francis? Apolitique, transpartisan, ne votant plus ou votant Coluche depuis 25 ans. Parce que et tout ce que je viens d'entendre là, ça fait 20 minutes que j'attends et que je vous écoute dans la froideur vosgienne. Et heureusement, les propos de Monsieur Woerth et de Monsieur Gisbert étaient suffisamment énervants pour me réchauffer un peu. Il y a 17 ans, Monsieur Woerth était ministre d'un Premier ministre, vous l'avez rappelé Pascal,
qui nous disait « Je suis à la tête d'un État en faillite ». On était à 1200 milliards de dettes. 2000 milliards plus loin, on a Monsieur Woerth, le même, qui nous dit « Je pense que la France n'est pas en faillite ». Donc, c'est ce qui fait que Barnier, hier, a sauté. C'est ce qui fait que demain, celui qui sera mis le cornu ou un autre sautera. C'est toute cette politique, dès qu'on s'intéresse un peu aux choses économiques, industrielles, universitaires, etc., qui énerve le peuple, et le peuple se défoule dans les élections. Il n'y a plus la réflexion qui devrait y avoir, il n'y a plus personne qui lit les programmes électoraux, on fait que de la politique politicienne, et on en est là. Et Barnier a fait un discours hier catastrophique. Enfin, c'était et avant-hier, invité à la télévision, c'était encore pire. Léon Blum s'est assis dans ce fauteuil. J'ai la photo de Jean-Claude Killy devant moi et la photo du général de Gaulle qui m'a fait rentrer en politique, etc. Mais on est dans quel monde, quoi? On fait de la politique politicienne, des gens qui défendent des postes, des gens qui défendent des prévisions de postes. On a bien vu que Marine Le Pen... J'entends ce que vous dites. Alors, pourquoi votre témoignage est intéressant? C'est parce que je pense qu'il est représentatif. Peu importe que vous ayez raison ou pas, j'ai envie de dire, c'est ce que vous pensez, et beaucoup de gens pensent comme vous. Et c'est vrai que le politique est confronté à une réalité, Éric Woerth, c'est le résultat. Et c'est quand même très compliqué. Les résultats sont catastrophique en tout. L'école s'effondre, la justice, vous n'avez pas de moyens, le régalien, les gens ont le sentiment qu'effectivement ça se passe mal, la drogue est partout, vous parlez à n'importe quel maire de France, il vous dit mon premier problème c'est la drogue, avec mes gosses qui sont aujourd'hui sous cocaïne ou sous ecstasy ou sous fumette, etc., etc. Il n'y a pas un domaine en France où on peut se dire ça marche plutôt bien, sauf dans la collecte des impôts. Donc, évidemment, ça crée une sorte... Alors, je veux pas être... Je sais qu'on adore décrire la France comme ça. Mais la drogue est un problème. La drogue est un problème mondial. Elle est un problème en France, évidemment. Enfin, moi, je suis pas un bisounours. Non, mais la sécurité est un problème numéro un. L'immigration est un problème numéro un. On a besoin de réguler l'immigration. On a besoin de beaucoup de choses. Mais c'est de pire en pire chaque année. Enfin, la France reste un pays résistant et un pays puissant. Et si on veut qu'on continue comme ça, il faudrait... Résistant à quoi ? La France, elle résiste à beaucoup de choses. Elle a résisté aux crises, elle a résisté à beaucoup de choses. Elle résiste avec un modèle démocratique qui va qu'à un câble. Enfin, elle résiste quand même. Les services publics ne sont pas non plus totalement en capilotade. Mais c'est des déserts médicaux. Quand vous allez chez votre pharmacien demain acheter votre médicament, vous aurez une sécurité sociale derrière. Quand vous allez à l'hôpital, vous restez bien soigné, même si c'est difficile d'attendre aux urgences. C'est des déserts médicaux. Ce discours noir tout le temps. Mais c'est une réalité. Il faut regarder les choses en face. Vous allez à Angoulême aujourd'hui, vous n'allez pas, il n'y a pas un dermato. Il faut regarder. Mais je sais tout ça. Donc le politique est en accusation. Mais bien sûr que le politique est par principe responsable de tout. Ça me semble assez naturel. Enfin, l'électeur qui vote pas, on peut se poser la question de savoir s'il n'est pas aussi un peu responsable des choses. Il y a un moment donné, il faut se prendre aussi un peu par la main. Et moi, je pense que la situation, elle est évidemment difficile. C'est pas que dans notre pays, mais il y a des raisons françaises qui la compliquent encore plus. Le haut niveau de dépenses publiques la complique encore plus. Mais je ferai remarquer qu'à chaque auditeur qui nous dit sans arrêt, etc., je l'entends, je veux des permanences, tout ça, tout ce qu'a dit cet auditeur, on l'entend comme ça, bien sûr. Mais enfin, quand on commence à rentrer dans le détail des dépenses qu'il faut commencer à diviser, ils sont plus d'accord du tout. Ils sont plus d'accord du tout. Je prends l'exemple des retraites, parce que je sais bien qu'on n'a rien fait, mais enfin, Nicolas Sarkozy, il a changé l'âge de la retraite, il a baissé de 150 000 le nombre de fonctionnaires. C'est pas comme ça qu'il fallait faire. On a réduit le nombre de lits d'hôpitaux, parce qu'il y a plus d'ambulatoires, et ça, on doit l'assumer d'une certaine manière. Et alors ça, c'est jamais bien. C'est jamais comme ça qu'il faut faire autrement. Moi, je note que sur la retraite, c'est toujours des millions de gens dans la rue. Alors que c'est le système par répartition. On devrait être d'accord pour considérer, pour une fois, il y a une bonne nouvelle. On vit plus longtemps. Et pas en si mauvaise santé que cela. Pour une fois, il y a une bonne nouvelle. Eh bien, allons-y. Rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai dit tout à l'heure, les Français ne sont pas responsables. Mais donc, il faut des gouvernants suffisamment courageux pour mettre les sujets sur la place, à la fois le symbolique, sans doute, mais aussi plus que le symbolique.
la réalité des choses. La moitié de notre dépense publique, c'est notre modèle social. Ok, allons-y, cash, parlons-en. Parlons de l'assurance maladie, parlons des allocations familiales, parlons des retraites. Changeons les choses, faisons en sorte que on ait un bon service public avec 15 ou 20% de dépenses en moins. Ça doit être possible, ça nécessite beaucoup d'efforts des uns et des autres. Dans le sous-texte et aujourd'hui, on a Weerth, attendez, dans le sous-texte de Monsieur Weerth, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, les Français sont responsables. C'est ce qu'il dit, Monsieur Weerth. Il dit, lorsqu'on entre dans le détail, responsable. Les élus le sont, bien sûr. Oui, mais les élus locaux aussi. Dit aussi. Et pas les élus nationaux, les élus locaux aussi. C'est que dans cette espèce d'affaissement général, vous avez aussi l'affaissement de la classe politique. C'est-à-dire, la classe politique, elle suit le peuple, et elle l'écoute, elle le suit, et elle n'ose pas dire les choses. C'est-à-dire que peut-être qu'au moment où il y aura la crise, parce qu'on va quand même vers des moments difficiles, parce que vous peignez un peu tout en rose, mais vous savez très bien qu'on va vers des moments difficiles. Non, je ne peins pas tout en noir, c'est juste une petite différence. Mais moi non plus. Moi, je crois que ce pays, il n'est pas fini, et ce pays, il a encore beaucoup de ressources. Ben oui, bien sûr, il est en train de tomber, là. On va pas se raconter d'histoire, c'est ça qu'il faut oser dire. Il faut dire que ce pays tombe et qu'à un moment donné, vous aurez la crise et les gens vont voir les choses. Sauf qu'à ce moment-là, il faut qu'il y ait une classe politique. C'est pas une question de méthode, je dirais c'est une question de courage et de volonté. C'est un mot que vous avez employé d'ailleurs, le mot courage, pour dire les choses. Et les Français, ils sont prêts à entendre. Bon, moi, ce qui me frappe par exemple sur l'endettement aujourd'hui, ça commence à être un souci chez les gens. Les gens commencent à en parler. Et l'endettement, par exemple, vous savez pourquoi on parle pas. L'une des causes principales de l'endettement, c'est les retraites, les déficits de retraite, notamment les déficits de retraite. Francis, vous avez quel âge, Francis? Faut le dire. Francis, vous avez quel âge? J'ai 66 ans, Pascal. 66 je viens d'entendre 4 fois le mot dépenses. Dépenses publiques, dépenses sociales, dépenses. Bon. Et on ne parle jamais de recettes. On a une étude du CNRS qui montre que si on n'avait pas touché à la fiscalité depuis 40 ans, si on n'avait pas touché à la fiscalité, on ne serait même pas endetté et on serait en excédent. Pourquoi ? Parce qu'il y a 40 ans, on avait une tranche d'impôt supérieure qui était à 65%, on avait un impôt sur les sociétés qui était à 50%, et on avait une TVA sur les produits de luxe qui était à 33%. Aujourd'hui, on a tout tiré vers le bas et on se plaint que ça ne marche pas. Mais évidemment, si vous allez au restaurant, Monsieur Weerth, si vous voulez manger... Mais pardon, c'est pas vrai. Les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les charges sociales, sont bien plus importants en pourcentage de notre richesse nationale que l'époque que vous visez. Bien plus important. Et bien plus important que dans d'autres pays. Mais non, mais c'est encore une fois de la manipulation. C'est comme quand vous parlez de la dette tout à l'heure en disant quand vous acceptez pas la réalité. Laissez-moi aller au bout. Laissez-moi aller au bout. Quand vous nous avez dit tout à l'heure, on peut vivre avec 100% de dette. Vous comparez une dette à un PIB. Sauf que hier soir, à 20h, la dette de la France négociable, qui était de 2600 et quelques milliards, avait une durée de vie moyenne de 8 ans et 169 jours. Donc il faudrait comparer ce PIB sur 8 ans et 169 jours par rapport à une dette. Bon, Francis, c'est peut-être ce que vous dites un peu complexe. Donc, de toute façon, je vais remercier Franz-Olivier Gisbert. Restez avec nous quand même, Francis, pourquoi pas, pour prolonger la discussion. Moi, je remercie Franz-Olivier Gisbert, comme toujours, d'être venu à ce micro. Est-ce que Monsieur Weerth peut rester encore quelques instants avec nous? Monsieur Weerth, à chaque fois que je le vois, il doit pas être très content de nous croiser, parce que je lui dis que tout est noir, tout est sombre, et lui essaye d'avoir un petit peu d'optimisme. Mais c'est vrai que ce pays, moi je vais vous dire, j'ai 60 ans, et ça me fait de la peine. Parce que la France dans laquelle j'ai grandi, je la reconnais pas beaucoup aujourd'hui. Mais on en parlera après la pause.